Merci Kevin Enoch et Benjamin Gallerand pour cet honneur, parce que c'est un honneur de venir dans cette belle ville de La Rochelle, où il y a 4 ans je suis devenu docteur en droit. Et c'est toujours un moment particulier de revenir, comme un enfant qui revient à la maison de ses parents, c'est toujours un moment particulier. En plus, je retrouve des collègues du groupe comme Toutaou, avec lequel on a passé des années de thèse, Charlotte Duclos, et surtout Stéphane Pinault, qui était mon directeur de thèse. Et comme Kevin Enoch, c'est en fait Stéphane Pinault qui m'a donné le goût du droit. C'était mon enseignant il y a plusieurs années maintenant à Cergy-Pontoise, en première année de droit constitutionnel, et nous ne sommes plus quittés depuis, scientifiquement j'entends. Donc il n'est pas si vieux que ça, hein, c'est juste qu'il avait commencé très jeune, et voilà. Alors donc je suis très heureux d'être ici pour faire cette communication. Alors je vais parler de la révolution des finances publiques dans 2 zones économiques africaines. J'avais 2 choix pour évoquer cette question. Le premier était de rester sur un terrain, de prendre la notion de révolution dans un sens très juridique, en partant de la définition de Kelsen, qui définit la révolution comme le renversement de l'ordre juridique en vigueur, annulé et remplacé par un nouvel ordre juridique de façon illégitime. J'avais le choix, j'aurais pu aller dans ce sens-là, mais bien que je sois plutôt un fervent supporter de Kelsen, je ne partage pas sa définition de la révolution, dans la mesure où il définit la révolution toujours en opposition à l'ordre ancien. Alors qu'on peut avoir des révolutions qui se font dans le respect de l'ordre, c'est-à-dire que simplement par une réforme d'ampleur qui en fait révolutionne toute la structure, que ce soit sur le domaine institutionnel ou sur le domaine financier. Alors donc vous l'aurez compris, la révolution telle que je vais l'aborder dans cette communication est considérée comme une espèce d'aggiornamento institutionnel, une remise à plat d'un système juridique. Alors le droit constitutionnel, je vais évoquer les finances publiques, mais les finances publiques, une partie des finances publiques, 70% des finances publiques, n'est que dérivé du droit constitutionnel. Et le droit constitutionnel lui-même, en réalité, est une matière précaire. Ça fera un petit peu plaisir à Stéphane Pinault. Mais c'est une matière précaire. Précaire, pourquoi? Parce que si vous lisez l'article 28 de la déclaration de 1793, cette fameuse constitution de 1793, qui pose qu'un peuple a toujours le droit de revoir, réformer et changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. En réalité, le droit constitutionnel est précaire, puisque à n'importe quel moment, une génération peut toujours réformer ce qui constitue même la base du droit, c'est-à-dire la Constitution. Alors, lorsque vous avez une réforme qui corrige en profondeur la législation ou la réglementation actuelle, elle peut être assimilée à une révolution. C'est ce qui s'est passé en France en 2001 avec la LOLF, qui a été prélude à une réforme d'ampleur de l'État français. Je vous rappellerai aussi que parmi les origines de la révolution de 1789, il y a évidemment la dégradation des comptes publics en France consécutive tout au long du XVIIIe siècle. Alors, qu'est-ce que c'est la CEMAC? Qu'est-ce que c'est l'UEMOA? La CEMAC, c'est Communauté des États monétaires d'Afrique centrale, et l'UEMOA, c'est Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont 2 zones économiques qui regroupent 8 pays pour l'UEMOA et 6 pays pour la CEMAC. Dans la CEMAC, vous avez les pays assez connus, le Gabon, le Congo, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique et la Guinée équatoriale. Et pour l'UEMOA, Bénin, Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, et je crois que j'en ai oublié. Peu importe, ces 2 pays, ces 2 zones économiques ont pour objectif de construire une zone économique, un marché commun. Alors, il y a ces 2 zones économiques ont 2 points communs. 2 points communs qui sont d'abord, pour la plupart, ces États sont des anciennes colonies françaises, avec les incidences qui vont avec, c'est-à-dire une organisation, une architecture institutionnelle commune à celle de la Ve République. Deuxième point commun, c'est que ces pays ont tous une même monnaie, c'est le franc CFA.
Alors, il y a deux banques centrales, c'est vrai, qui sont deux banques centrales différentes, mais en réalité, le franc CFA est une monnaie qui est d'une certaine manière administrée au niveau de la banque centrale française. Donc, en fait, ces deux mêmes monnaies, les différences de convertibilité se jouent au niveau du niveau économique des États. Au niveau de l'UEMOA, les États sont économiquement plus développés, donc la monnaie est un peu plus forte que celle de l'Afrique centrale, mais ça reste le franc CFA. Alors, ces deux points communs ont des conséquences directes. Première chose, lorsque vous êtes, pour l'essentiel, vous avez pour l'essentiel la même langue, c'est-à-dire le français, c'est le cas dans les deux zones économiques, que vous avez la même monnaie, il est plus facile de faire des affaires, de faire du commerce. Et donc, naturellement, ces États, dans un monde globalisé, ont pensé se mettre ensemble pour construire un marché commun. Deuxième conséquence, c'est que ces pays ont adopté une conception, on va dire, française des finances publiques. Cette conception française des finances publiques découle de quoi? En réalité, elle découle de l'ordonnance de 1959 qui organisait les finances publiques en France après le passage à la 5e République. Alors donc, qui dit ordonnance de 59 sur le plan financier, dit tous les problèmes en réalité que cette ordonnance a rencontrés en France. Première chose fondamentale à retenir, c'est que l'ordonnance de 59 a été conçue avec la volonté du général de Gaulle d'aller vers une rationalisation du parlementarisme, c'est-à-dire cette idée de restaurer l'autorité de l'État qui était affaiblie sous les 3e et 4e Républiques. Stéphane Pinault de vous en parler tout le temps, donc tout le monde a compris. Et donc, cette ordonnance venait pour, en réalité, retranscrire sur le plan financier la rationalisation du parlementarisme sur le plan institutionnel. Donc, absence de transparence dans la gestion des finances publiques, toute puissance du pouvoir exécutif. Alors, imaginez dans des pays africains où sociologiquement, il n'existe pas de contre-pouvoir, mais il existe un pouvoir organisé autour d'un chef de clan, chef de tribu, qui n'admet aucun contre-pouvoir. Si vous allez en plus avec les armes de la rationalisation du parlementarisme, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir d'un seul homme qui gère les finances de l'État. Rappelez-vous que le régime parlementaire a été créé pour consentir à l'impôt, donc pour des raisons initialement financières. C'est parce qu'il fallait consentir à l'impôt qu'on avait créé le régime parlementaire en Grande-Bretagne. Alors donc, ces deux organisations économiques sous-régionales vont aller vont se construire à partir de 1994, mais le tournant se passe en 2001, après l'adoption de la loi en France. Ces deux zones économiques vont vouloir, on va dire les choses telles qu'elles sont, copier ce qui s'est fait avec la loi en France, et donc vont adopter une série de directives tendant à uniformiser la gestion budgétaire, d'une part, et à rendre cette gestion plus managériale. Pour le faire simple, on va introduire une conception de l'entreprise entrepreneuriale dans la gestion des finances publiques. Donc, pour voir en quelque sorte, et c'est une révolution dans des États où les finances publiques étaient gérées de façon presque patrimoniale par des chefs d'État. Et donc, on va, en deux temps, voir dans un premier temps, le premier temps sera consacré donc à l'introduction de cette conception managériale des finances publiques, et puis le second temps, nous verrons qu'il va y avoir aussi une sorte de démocratisation de la gestion des finances publiques. Alors, gestion managériale des finances publiques, ça aussi, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de ça avec la LOF. C'est simplement qu'il va y avoir un changement de paradigme. On va passer des budgets de moyens à un budget de résultats, ce qui en Afrique, je vous assure, n'est pas rien, parce que les réponses qu'on donne aux problèmes budgétaires sont toujours des réponses financières, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un problème, on vous dit qu'il faut rajouter des sous, alors que quelquefois il suffit d'une meilleure réorganisation pour que les problèmes soient réglés. Et donc, dire à des administrations qui pendant longtemps ont eu pour seule réponse toujours plus de budget, désormais vous aurez moins de budget, mais il faut faire mieux qu'avant, vous imaginez que c'est véritablement une révolution. Donc, changement de paradigme. Deuxième élément, des budgets de programmes axés sur la performance. Désormais, les budgets vont être évalués et audités par des experts, non pas des fonctionnaires, mais des experts de cabinets extérieurs qui vont venir contrôler la performance des budgets d'État. Pour vous prendre un exemple, vous avez des pays en Afrique, c'est le cas du Congo, mais aussi du Cameroun, quelquefois, où la loi de règlement, celle qui est censée venir faire le point sur les budgets, n'est pas adoptée depuis 4 ans. Alors, comment on fait pour contrôler la performance d'un budget si la loi de règlement censée faire le point sur l'exécution du budget n'a pas été adoptée? À côté donc de ces éléments, de
de management financier public, vous avez aussi la consécration d'une certaine discipline budgétaire. Une discipline budgétaire qui va prendre deux volets. Premier élément, les critères de convergence, vous connaissez. On va faire en sorte que les budgets des États soient plus ou moins au même niveau, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop d'écart, trop de disparité entre les budgets des États. En instaurant ce qu'on appelle la surveillance multilatérale, désormais on va mettre en place des dispositions qui vont permettre aux États de se surveiller mutuellement. Pourquoi? Pour une raison très simple. Rappelez-vous, ou en tout cas, rappelez-vous, pour les plus vieux, pour les moins vieux, bon, la crise de Lehman Brothers en 2008, ça part des États-Unis, puis le reste du monde est touché. Et donc, il y a aujourd'hui une nécessité avec la globalisation de mettre en place ce qu'on appelle des mécanismes de surveillance multilatérale. C'est-à-dire que dès qu'il y a un défaut ou une faiblesse quelconque sur le plan budgétaire pour financer dans un pays, les autres pays s'organisent pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une extension de la crise. Et notamment avec l'appui des institutions internationales, ça peut être le Fonds monétaire international ou encore la Banque mondiale. Donc, processus de surveillance budgétaire qui est mis en place. Alors, deuxième aspect que je voulais évoquer, c'est la démocratisation de la gestion des finances publiques. Alors, ici encore deux points. Première chose, la transparence. Une transparence accrue du processus budgétaire. Cette transparence va passer notamment par l'adoption des codes de transparence. On va mettre en place des codes de transparence qui, en réalité, sont des directives qui imposent un certain nombre de devoirs aux gouvernants pour faire en sorte que le peuple participe, non pas seulement à l'adoption du budget, mais aussi à son exécution. On va créer ce qu'on appelle par exemple les budgets participatifs. C'est quelque chose qui marche bien au Sénégal et qui marche bien au Tchad. C'est-à-dire que pendant un certain temps, le ministre du budget va venir auprès de la société civile, auprès des populations, avec les différents projets, les principaux projets du budget, et va les soumettre au débat. Pour que les populations, ça se fait au niveau local ici, pour que les populations débattent du budget et voient dans quel sens est l'intérêt des populations. Et puis, s'il y a une idée géniale, bon, généralement, il n'y en a pas, comme par hasard, mais s'il y a une idée géniale qui se dégage de ces échanges entre les populations et le ministère des Finances, cette idée est incorporée, inscrite dans le budget et va faire l'objet d'une ligne budgétaire. Donc, budget participatif, premier élément. Deuxième élément, on va mêler des représentants de la société civile dans l'exécution du budget pour qu'ils suivent de près l'exécution du budget. Voilà. Autre élément de démocratisation, c'est évidemment l'accroissement des rôles des parlements. L'accroissement des rôles du Parlement. Vous savez qu'en réalité, le Parlement représente le peuple. Et donc, lorsque le budget, c'est toujours la loi de finances est toujours d'origine gouvernementale. Toujours d'origine gouvernementale. Dès lors, le Parlement va voter la loi de finances. Mais vous savez que même quand le Parlement ne vote pas la loi de finances, là encore, c'est quelque chose qu'on a hérité du système français, il y a toujours un moyen de faire adopter le budget. Soit par une session budgétaire extraordinaire, et même on peut recourir aux ordonnances si, au cas où le Parlement se met pas indiscipliné et qu'il ne voudrait pas adopter le budget à la fin du temps prévu, du délai prévu dans la Constitution. Ce qui, en réalité, est une entorse à la démocratie parlementaire. Alors, ce qu'on essaie de faire ici, et vous connaissez l'histoire de l'irrécevabilité financière, tout ça vous connaissez. Alors, ce qu'on essaie de faire ici, avec, au niveau de la CEMAC et de l'UEMOA, c'est de faire en sorte de contourner justement cette rationalisation du parlementarisme en faisant en sorte de renforcer les débats d'orientation budgétaire, ce qu'on appelle les DOB, avec une meilleure participation des députés, première chose. On exige désormais au gouvernement de présenter la loi de finances, le projet de loi de finances, pardon, avec un rapport détaillé précisant tous les contours du projet de loi de finances, de façon à ce que les députés soient en capacité de discuter techniquement, on va dire d'armes d'égal à égal avec les ministres, le projet de loi de finances. Autre élément, on met en place un rôle, on accroît le rôle de la Cour des comptes, qui désormais devient le conseiller, comme en France en fait, qui désormais devient le conseiller des parlementaires, et qui va contribuer aussi à les aider à mieux comprendre les débats purement techniques des lois de finances. Donc, nouvelle conception managériale de la gestion des finances publiques, démocratisation de cette gestion des finances publiques. Ces deux points, en réalité, tournent le dos à ce qui a été jusqu'à présent la conception française des finances publiques, mais conception issue de l'ordonnance 59. La nouvelle conception, c'est celle qui est plus proche de la LOLF de 2001, c'est-à-dire une conception managériale. En somme,
On veut faire en sorte, la révolution, s'il faut le dire en une phrase, c'est de faire passer les finances publiques d'une gestion étatique ou administrative à une gestion purement entrepreneuriale. Merci.